Alors, la suite du programme avec Monsieur Marc Gabold sur la question égypte ancienne des chevaux et des rois. Voilà, on a déjà eu un petit aperçu avec Dominique Farou de l'utilisation du cheval en Égypte ancienne. D'accord? Merci. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le cheval arrive tard en Égypte. Je dirais que c'est un avantage parce qu'il ne fait pas partie du panthéon habituel des Égyptiens et il arrive pour une raison effectivement bien précise, c'est pour la guerre. En fait, les chevaux en Égypte, c'est un intrus, hein, donc il arrive à la fin du XVIIe siècle, voire même un petit peu plus récemment. Il est probablement amené par les Hyksos, en tout cas il vient certainement du nord, peut-être de Turquie, en tout cas du Caucase, et il finit par arriver en Égypte. Et il est lié uniquement à la haute société égyptienne. Vous n'allez pas trouver de chevaux utilisés pour le labour, on va rester à l'âne et au bovidé. Il sert donc à la parade. En gros, c'est une voiture de luxe. Hein, c'est la Rolls-Royce, c'est la Lamborghini, c'est montrer qu'on a réussi. Alors, les meilleures illustrations, c'est par exemple ces deux panneaux du coffret de la tombe de Toutankhamon, où vous montre les usages. Ici, c'est la guerre, mais on a deux autres panneaux qui représentent la chasse, avec un contraste énorme. Sur la gauche, sur le panneau du haut, ce sont des Nubiens. C'est un monde désorganisé, au contraire du monde égyptien, qui est parfaitement ordonné. Donc, c'est la lutte, je dirais, de l'ordre contre le chaos. Et vous voyez aussi l'utilisation par les Égyptiens. Alors, effectivement, comme le rappelait Dominique Farou, ce sont peut-être des Lamborghini, mais ce sont aussi des deux chevaux, hein, puisque l'attelage égyptien est toujours à deux chevaux. Le roi tient les rênes avec ses fesses, hein, donc vous voyez le mouvement, la gymnastique qu'il doit faire, et il tire en même temps à l'arc. Bon, en fait, il y a très fréquemment un écuyer qui s'occupe du char, et effectivement, on reviendra un tout petit peu plus tard sur le char. Vous voyez que le harnachement est assez compliqué, et la grande difficulté, c'est de savoir comment la poussée était reportée sur la poitrine du cheval, parce qu'on a fait des essais et c'est assez compliqué. Soit les chevaux étaient étranglés et pouvaient pas respirer. Voilà, on voit qu'il y a une sangle qui passe sous les pattes, mais elle est distendue, donc on a toujours eu beaucoup de difficultés pour comprendre cela. Alors, si on monte dans le temps, la première trace de cheval que l'on a, c'est à Avaris, à l'époque Hyksos, donc au XVIIe siècle, XVIe siècle avant notre ère, et c'est un cheval qui a été inhumé derrière la salle du trône. Donc c'est vraiment un animal de prestige. Pour les scènes avec des chars, la plus ancienne scène que l'on ait, c'est Toutmosis Ier. Dominique Farou vous en a montré une de l'époque de Toutmosis II. Là, on vient de remonter jusqu'à Toutmosis Ier, où on est assuré qu'il y avait des scènes de bataille. Et ces scènes de bataille se ressemblent, mais vous verrez qu'on a pas mal de variantes. Alors, comme c'est un animal de prestige, à la bataille, on le représente au retour de la bataille avec, par exemple, ici, il y a 3 prisonniers sur l'échine des chevaux, 1 sur le timon, 2 dans le caisson du char, puis d'autres par derrière, hein, qui sont entraînés par le pharaon. Alors tout cela est très très fantasmé, hein. C'est très difficile de voir autant de prisonniers sur un char. Je vous montre quand même le bas-relief original parce que le dessin était très très moche. Je préfère toujours montrer plutôt les bas-reliefs originaux. Alors le même type de scène se retrouve
à l'époque de Toutmoses IV. Et là, c'est intéressant parce que c'est justement le décor du caisson d'un char où on a Toutmoses IV, donc le fils d'Amenhotep II qu'on a vu auparavant, et qui combat contre des Asiatiques, des Palestiniens. Et alors, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous avez le dieu Montu, qui est représenté ici à tête de faucon, derrière le roi, et qui aide le roi à ajuster son tir. Hein. Il y a quelques dieux belliqueux qui sont associés au char et au roi tirant à l'arc, donc notamment le dieu Montu et le dieu Seth. Et les scènes que l'on a vues auparavant avec les prisonniers sur les chevaux, on les retrouve avec des Nubiens ici sous Amenhotep II, un qui a été élégamment placé sur le timon du char, juste derrière l'arrière-train des chevaux, et un qui est piétiné ici dans le caisson du char par le roi Amenhotep III. Donc, ce que l'on a ici, c'est l'étui à arc qui est régulièrement le long du char, et les roues égyptiennes sont faites, en fait, les rayons sont séparés en deux, ce sont des rayons en V, et il y en a 6 comme ceci, et ça assure une certaine solidité. Alors, ce que vous constatez aussi, c'est que les représentations du cheval, elles sont très stéréotypées. La croupe, c'est presque un cercle. Le dos, c'est presque un cercle. Et l'encolure, c'est presque un cercle. Hein. Donc, ce ne sont pas des représentations réalistes. Je vous montrerai tout à l'heure des représentations qui ont vraiment été piquées sur le vif de chevaux égyptiens. Mais en règle générale, là, on a des représentations stéréotypées. Alors, tout change un petit peu avec Amenhotep IV, Akhenaton et Néfertiti, car à Tel El Amarna, on voit, et là, c'est et le roi Akhenaton et son épouse Néfertiti se balader en char. On n'est pas dans un contexte de chasse, on n'est pas dans un contexte de guerre, mais il faut savoir que la ville est immense. Elle fait 5 kilomètres du nord au sud, et il y a un palais au nord, il y a un temple au milieu, il y a d'autres temples au sud de la ville. Donc, on se balade en char, et ça permet aussi une chose, c'est que le roi ne touche jamais terre en dehors des palais et des temples. Autrement, il lévite en quelque sorte partout dans la ville. Le sol, a priori, est moins pur que le roi, donc on essaye de mettre une interface, et le cheval sert à cela. Donc on va avoir énormément de représentations à l'époque amarnienne, où en quelque sorte, le déplacement du roi, c'est la liturgie quotidienne. Les dieux traditionnels, eux, se voyagent plutôt en barque. À l'époque d'Akhenaton, on remplace la barque par le char et le dieu par le pharaon. Alors c'est vrai que c'est un dieu, mais attention, c'est un dieu sur terre. On peut dire qu'on peut vraiment faire la différence, c'est un dieu immanent, alors que les dieux du Panthéon sont des dieux transcendants. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, je vous montre justement la topographie de Tel El Amarna. Vous voyez que c'est une immense cité. Hein, ça fait 2 kilomètres. Et donc on comprend que le roi détourne en quelque sorte le char à son usage personnel pour pouvoir se balader dans sa cité. Alors donc quelquefois il est sur le même char que Néfertiti, et là ils sont amoureusement enlacés sur le char. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est les 2 vizirs que vous avez ici qui courent à côté du cheval de Pharaon. Il est en train de traverser la ville, et il y a les 2 vizirs, c'est les premiers ministres en quelque sorte, qui suivent à pied en courant à côté du roi, ce qui montre une certaine désinvolture par rapport à son gouvernement. Alors, il n'y a pas que le roi, il y a également les princesses et l'escorte des princesses. Voici la tombe de Mérirée II. Je vous montre le dessin qui est un petit peu plus clair. Donc, les petites princesses ont également leur petit attelage avec leur escorte ici, bien représentée, pour traverser la ville. Voilà, d'ailleurs, la représentation des 2 premières princesses et de leur petit attelage avec leurs chevaux. Donc ça devient une sorte de règle à Tel El Amarna.
Alors, ce qui montre aussi l'importance des chevaux et des attelages pour les pharaons, c'est qu'ils donnent des noms à leurs attelages. Alors, pour Amenhotep II, c'est Amon est au-devant de lui, son corps c'est Amon, la terre est sous ses sabots, le parfait guide. Et à l'époque de Séti Ier, je pourrais continuer jusqu'à Ramsès III, hein, on a le premier attelage qui s'appelle Grande Victoire, Amon est brave, terrasser les contrées étrangères, Amon lui a accordé la martialité, victoire d'Anteb, et le dernier, je l'aime bien parce que il s'appelle Amon lui a assigné la bravoure, mais il a un surnom, l'attelage, il s'appelle Anat et réjoui. Alors l'attelage est composé de 2 chevaux, mais dans tous les exemples que l'on a, on n'en a qu'un seul qui est nommé. Donc c'est l'attelage lui-même, le groupe de 2 chevaux qui est ainsi nommé. Alors le fait de donner des noms, c'est assez fréquent. Pour les chiens en Égypte ancienne, on en a très anciennement. Donc là, je vous montre 2 exemples. Celui de droite me plaît particulièrement parce que le chien, il s'appelle « Je ne saurais inspirer l'affection », c'est-à-dire « Attention, je mords ». Hein. Et on a vu donc que le cheval, c'est essentiellement un contexte royal. Mais à partir de la 18e dynastie, on a aussi le cheval, je dirais, qui se démocratise, mais dans la haute société. Et on a des nobles qui possèdent leur petit attelage. Alors vous voyez que là, il a aussi un étui à arc le long du caisson du char, mais il n'y a pas d'arc dedans. Alors en gros, et l'image qu'a montré Dominique était assez intéressante. Au départ, c'est effectivement un véhicule de guerre, le char. Et il va être utilisé par des particuliers, par le roi, pour des travaux qui n'ont strictement rien à voir avec la guerre. Mais on garde quand même l'étui pour l'arc le long du caisson. Et là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La croupe, c'est un cercle. Le dos, c'est presque un cercle. L'encolure, bon là, c'est un petit peu plus souple. Mais voilà, un cheval, c'est fait de cercle. Donc ça, ce n'est pas une représentation réaliste. Il ne faut pas s'imaginer que le peintre a croqué un cheval au repos. Il l'a reconstitué à partir de ce qu'il sait du cheval et non pas à partir de ce qu'il a vu du cheval. Voilà, on a d'autres cas de ces chars privés qui sont un tout petit peu plus simples que le char du pharaon, mais toujours avec l'étui à arc qui ne sert plus à rien puisque a priori les nobles ne vont pas à la guerre, en tout cas ne le représentent pas. On a quand même, et là c'est assez exceptionnel, dans la tombe de Ouzerat, une scène parfaitement royale. On a le propriétaire de la tombe qui est représenté comme les pharaons en train de chasser les animaux du désert avec de magnifiques lièvres ici. Là, vous avez des chacals, des antilopes, des gazelles. Voilà toute une faune assez intéressante. Les Égyptiens sont de merveilleux animaliers. Alors, on vous a montré qu'en est-il effectivement de monter à cheval avec, je reprends le même exemple, hein. Moi, je suis pas sûr que il soit pas en train de monter légèrement déporté sur le côté à ce moment-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il est au milieu du cheval, ce qu'on n'a pas dans d'autres cas. Par exemple, dans la tombe d'Horemheb, il monte comme, je dirais, on monte sur un âne. Sur un âne, on monte sur la croupe pour ne pas abîmer le dos de l'âne, qui est assez fragile en fait. Et donc là, il monte comme s'il montait sur un âne. Donc ça veut dire qu'il saute beaucoup, hein. Mais rappelez-vous, et là aussi Dominique l'a montré, quand moi j'ai fait un tout petit peu de voltige il y a très 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 longtemps. En voltige, on se met debout sur la croupe du cheval. On se met pas debout sur le dos du cheval. Hein. Là, on lui casse les reins. Hein. Donc c'est peut-être pas totalement anormal. Voilà. Alors, ces chevaux, ils sont liés à des divinités asiatiques. En fait, on a importé le cheval d'Asie et on a importé avec les dieux qui vont avec, qui sont principalement la déesse Astarté. Donc là, vous avez la déesse Astarté et qui, elle, est régulièrement représentée
en cavalière, et puis le dieu Réchep, qui est moins fréquemment représenté en cavalier, mais qui est aussi représenté. Donc voilà un joli dessin de cette déesse Astarté, qui a été, je dirais, acclimatée sans aucun problème en Égypte, avec les chevaux et les chars. On a même une très jolie stèle qui se trouve dans l'île de Saï, complètement en Nubie, avec une représentation ici alors là, ça doit être Astarté, et de ce côté-là, Réchep, tous deux en cavalier. La selle est assez abîmée. Et là, une autre Astarté en cavalière, en train de décocher ses flèches. Donc ça, c'est un emprunt total au Proche-Orient. Et alors là, j'aime beaucoup parce que là, on a effectivement la déesse Astarté, son nom est ici, elle est devant le dieu Réchep. Elle est à cheval, mais elle a un siège. C'est-à-dire qu'elle est montée sur un siège au-dessus du cheval. Voilà. Et alors, je vous ai dit que le cheval, comme il est arrivé tardivement, il n'est pas intégré au panthéon égyptien. Hein, on n'a pas de dieu lié aux chevaux. C'est aussi normal parce que en fait, je vous parlerai tout à la fin du panthéon égyptien, mais on a quand même des génies sur des sarcophages qui ont une tête de cheval et un corps de serpent. Hein, on les a appelés hippocampes, mais en fait, ce ne sont pas des hippocampes, ce sont des génies, et leur nom vient en plus du sémitique, hein, c'est Hashesh, ce qui veut dire serpent cheval. Hein. Shesh, c'est le même mot que Cès, dont Sissi, dont vous a parlé tout à l'heure Dominique. Et donc, vous voyez ils ont pénétré par la petite porte dans le Panthéon, tout à fait à partir de la troisième période intermédiaire, donc vers le premier millénaire avant notre ère. Voilà. Donc, le cheval est extérieur aux théologies traditionnelles. Il est associé essentiellement à Astarté et Réchep, et parfois à des divinités belliqueuses du panthéon égyptien, comme Seth et Montou. Il faut bien voir que le panthéon égyptien s'est constitué au néolithique, c'est-à-dire au moment où on domestique les animaux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, les Égyptiens vont, je dirais, compenser cette domestication par le fait d'honorer un certain nombre d'animaux, notamment ceux qui sont rebelles à la domestication. Hein, c'est pour ça que vous avez des dieux crocodiles, des dieux serpents, des dieux faucons, qui sont des animaux qui sont rebelles à la domestication. Bon, vous avez dans le tas des scarabées, qui est pas particulièrement dangereux, mais qui est rebelle à la domestication. Et il y a très très peu d'animaux qui sont en fait domestiques, qui sont inclus dans le panthéon. Vous avez la vache, et là c'est peut-être le vieux fond des déesses mères du Proche-Orient et de l'Afrique aussi qui a joué. Et quand vous avez des animaux domestiques, ce sont souvent des animaux mâles qui conservent, je dirais, une part de sauvagerie du fait même de leur agressivité. Hein, les Égyptiens n'ont jamais adoré les oies de leur basse-cour, ni les ânes de leurs écuries. Voilà. Donc je dirais qu'il est arrivé au bon moment en Égypte, c'est un animal de prestige, choyé, soigné, décoré, et il a échappé à la déification, ce qui est pour moi formidable pour lui. Hein. Et je vous montre en bas une belle pièce d'époque ptolémaïque. D'un côté, vous avez un cheval, ça peut se lire Néfer, c'est-à-dire parfait, et de l'autre côté, vous avez bon or, or parfait, et donc tout ceci est parfait. Alors demain, je vous parlerai un petit peu plus de textes qui nous parlent de la manière de traiter les chevaux. Voilà, je vous remercie pour cette courte présentation sur quelques points relatifs au cheval en Égypte. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'on connaît la race des chevaux en Égypte? Ce que on peut voir que les robes sont très différentes. Hein. Quant à la race elle-même, donc il faudrait regarder. Moi, je suis pas ostéologue, je suis pas. Il faudrait regarder les études qui ont été faites d'après les restes de chevaux qui ont été découverts.
Je pense que ça ressemble pour une partie à ce qu'on appelle les chevaux arabes. Hein, c'est quand on voit la tête relativement petite, ils ont une taille au garrot qui est assez limitée. Je pense que c'est à peu près le même type de chevaux, mais voilà. Cheval arabe, il apparaît quand, comment, enfin, ouais, je crois que si je dis ça, je résous pas le problème. C'est-à-dire que, voilà. Mais bon, vous voyez bien, comme on ne l'utilise pas comme animal de trait, hein, je vous ai dit c'est une Rolls-Royce ou une voiture de course, hein, une Lamborghini, donc on va pas avoir des percherons, des, 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 des chevaux avec des pâturons comme ça. Il vaut mieux pas être dessous quand ils marchent. Hein. Voilà, ça c'est certain. Mais donc des chevaux légers, plutôt graciles, plutôt vifs. Hein. Je vous montrerai demain des scènes de débourrage. On verra que c'est pas si simple que ça. Hein. Voilà. Et des chevaux plutôt petits. Alors bon, il faut se méfier ici de l'échelle. D'abord, le roi est toujours immense, même par rapport à ses chevaux. Et même quand vous voyez des palefreniers à côté des chevaux, simplement ils ont essayé de faire tout tenir sur une scène et montrer que le type important c'est le palefrenier. Donc il est beaucoup plus grand que même. Vous avez vu certains chars qui sont représentés. S'ils montent dessus, ils le cassent. Hein. C'est un jouet. On a retrouvé certains chars, je pense au char de Toutankhamon. Oui. Donc c'est quand même pas très grand, donc il faut que ça soit tiré par des chevaux qui sont assez petits. Voilà. En plus, bon, pour les Égyptiens, la voiture de luxe, c'est la 2 chevaux. Hein. Effectivement, il n'y a que 2 chevaux. Donc, les chars égyptiens sont légers. Ils ont en plus, enfin, comme tous les chars de l'Antiquité pratiquement, le plateau sur lequel du char hein, est au niveau du moyeu. Donc, c'est pas très stable, hein, en fait. Il vaudrait mieux déporter le centre de gravité plus bas, mais les anciens savent pas faire. Donc le poids est forcément le centre de gravité est au-dessus de l'axe des roues, qui est pas. Bon, vous allez me dire en vélo aussi, mais bon, c'est moins grave. Voilà. Mais donc c'est pas forcément très stable, notamment à forte allure. Mais effectivement, je vous montrerai demain un petit peu de chars et vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que l'on connaît d'autres représentations dans l'Égypte ancienne de chevaux, mais dissociés du char? Oui, et je vous en montrerai demain, justement. Rendez-vous demain, très bien. C'est le teaser pour demain. Il y avait une intervention par ici. Une question toute simple. Savez-vous si les chevaux d'apparat sont mâles ou femelles ou Excellente question, parce que dans les représentations, et même dans les représentations de chasse et de guerre, et surtout de guerre, c'est toujours des animaux mâles. Ce qui est à mon avis une profonde erreur, parce qu'il suffit d'arriver avec une jument en chaleur sur le champ de bataille et vous désorganisez toute... Oui, mais est-ce que ça appartiendrait pas à la symbolique en fait? Oui, parce que probablement. C'est pas relié forcément au comportement de l'animal. Voilà, mais il le représente, c'est-à-dire, moi je pense que... représentation symbolique voilà. Du mal. En fait. Voilà. Mais ce que je pense, c'est que il y avait probablement des juments et des étalons dans les attelages, hein, mais ils n'ont représenté que des animaux mâles. Et je dis que stratégiquement c'est une erreur parce que c'est très facile de désorganiser des chars ou même des cavaliers s'il y a que des animaux mâles. Hein. Tout ce que vous nous avez montré, effectivement, on voit le sexe est représenté, ouais. Donc a priori, on a l'impression que dans les attelages, il n'y a que des chevaux mâles. Les chevaux qui sont dressés à l'attelage, ils peuvent être entiers, il peut y avoir des juments à côté, ça désorganise pas. Je ne sais pas comment travaillent les Égyptiens, mais aujourd'hui on attelle des entiers, hein, les haras attellent tous leurs chevaux. Systématiquement, tous les étalons sont attelés, étaient attelés. Ils pouvaient travailler à côté des juments, ça posait pas de problème. Les chevaux font bien la différence. Il y a un historien, alors je me rappelle plus si c'est Hérodote, qui raconte comment on a pu désorganiser un champ de bataille avec deux juments en chaleur, et que c'était assez simple. Hein.
Voilà. Il y a Dominique Farou qui veut intervenir. Donc nous sommes sous Toutmoses III. On est vers, c'est quoi, 1450 hein, dans ces eaux-là. Et donc, le vil prince de Kadesh, pourquoi est-ce que je ne le trouve pas? Parce que mon document rame. A lâché une jument en chaleur au milieu des troupes égyptiennes. C'est la catastrophe totale. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Alors, le prince de Kadesh fit sortir une cavale. Elle était vive, elle pénétra l'armée. Je courus après elle, à pied, armé de mon glaive. Je l'éventrai, lui tranchai la queue et la plaçai au pied du roi. On me remercia pour cela. Donc, il y a les deux armées face à face, avec les deux cavaleries, et le vil prince de Kadesh, parce que quand même, fait quelque chose d'horrible. Il envoie une jument en chaleur au milieu de la cavalerie égyptienne, et visiblement, ça n'a pas l'air drôle pour les Égyptiens. Heureusement, Amenemheb était là. Bon, Amenemheb, c'est le héros absolu. Il a même tué un éléphant en combat singulier avec son glaive. L'éléphant dominant de... Il a sauvé le roi il a sauvé le roi contre une attaque d'éléphants et Toutmoses III en a profité pour éradiquer les 120 derniers éléphants du fleuve Oronte. Ils ont complètement disparu avant d'être réintroduits à l'époque de Gandragupta et des Séleucides au même endroit. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup Marc Gabold pour votre présentation.